Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'ai osé écrire un livre sur le burn-out maternel, pourquoi je me suis lancé ce défi un peu fou pour moi, je précise vraiment pour moi, c'est fou pour moi, comment j'ai connu le burn-out maternel et enfin qui je suis devenue aujourd'hui pour vous en parler. Donc avant de démarrer, moi je vais me présenter, je suis Cathy Guillaume, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. J'accompagne aujourd'hui les femmes et aussi les mères à reprendre du pouvoir sur leur vie. Je suis maman de 2 garçons et j'ai moi-même connu un épuisement maternel. Et enfin, je suis auteure d'un livre qui s'appelle Stop au burn-out maternel, la méthode pour passer de l'épuisement à l'épanouissement. Donc, je regarde à la fois sur ma droite parce que je suis en direct actuellement à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. Donc, je regarde. Si jamais j'ai des commentaires, je pourrais peut-être y répondre en même temps, ce qui n'est pas sûr. Donc, voilà. Donc, ce webinaire va se passer en plusieurs temps. Tout d'abord, je vais vous parler de mon histoire, de ce qui ne me prédisposait pas forcément à écrire un livre, quoique, vous verrez. De mon expérience du coup de l'épuisement maternel et du sens que ça a eu pour moi de vivre cet épuisement-là et du coup de mon livre, voilà, de ce qui fait que ça m'a amené à mon livre. Donc tout d'abord, moi je suis lancé ce défi un peu fou dans une phase où je commençais à reprendre du pouvoir sur ma vie. Et c'était il y a 2 ans, aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis 2 ans à écrire ce livre. Il y a 2 ans, donc je commençais à reprendre du pouvoir sur ma vie et je me suis lancé ce défi alors qu'auparavant, je pensais qu'écrire un livre, c'était quelque chose de l'ordre de l'inconnu. Enfin, c'était quelque chose de l'ordre de l'inconnu, mais à mon sens, c'était aussi quelque chose de l'ordre de l'irréalisable. Je n'imaginais absolument pas écrire un livre, ou en tous les cas, j'imaginais que c'était telle ou telle personne de telle catégorie qui écrivait des livres. Donc pour commencer, moi, pour, pour pouvoir parler de ce défi-là, ce challenge que je me suis lancé, je vais vous parler d'abord de moi et de mon histoire. J'en ai jamais vraiment parlé en public. Donc là, c'est la première fois que je dévoile un peu toute mon histoire, même si je n'aborderai pas tout, mais en tout cas, j'aborderai des choses qui peuvent expliquer. Ok, donc ça marche pas sur YouTube, c'est pas grave. Des choses qui peuvent expliquer là où j'en suis aujourd'hui. Donc moi, je suis issue d'une famille, pour le coup, une famille aimante, une famille bienveillante, sécurisante, rassurante. J'ai eu une enfance heureuse, ça je peux le dire, j'ai eu une enfance heureuse. Je suis la dernière d'une famille de 3 enfants. Et moi, alors, en passant les détails de qui sont mes parents et comment ils m'ont éduquée et tout ça, en fait, on va le comprendre à travers mon histoire et ce que je suis devenue, à travers ma personnalité. En fait. Et si j'avais su d'ailleurs quelle personnalité se cachait derrière ce que je portais déjà à l'époque, peut-être que j'aurais changé les choses plus vite. Mais peu importe, l'idée, c'est pas d'être dans le regret, c'est juste de constater ça. Et je constate aujourd'hui, avec du recul, que j'étais une petite fille très réservée, très calme, très posée, qui ne posait pas de problème, euh, très timide, qui n'avait pas confiance en elle. Et d'ailleurs, je me disais, je n'ai pas confiance en moi. Et tout le monde disait ça autour de moi, d'ailleurs. Mes parents, ma mère me disaient, Cathy, c'est une petite fille qui n'a pas confiance en elle. Je me faisais même chahuter par une petite fille à l'école quand j'étais au primaire, tellement je ne savais pas me défendre et tellement je croyais que je n'avais pas confiance en moi. Mis à part qu'elle, elle était méchante, moi, j'avais pas non plus confiance en moi. Donc, la responsabilité à moi, c'était ça. C'était pas savoir, pas oser me défendre à l'époque. Euh, Ensuite, mon rapport à l'école. Je vais passer très rapidement les choses, mais en tous les cas, mon rapport à l'école, c'est important d'en parler parce que j'avais le sentiment alors ça se passait relativement bien, mais j'avais le sentiment de m'ennuyer ou de ne pas y trouver mon compte. Euh, il y avait quelque chose de pas agréable dans la scolarité. J'avais très peu d'amis au départ, et puis plus j'ai grandi, plus j'ai eu des amis, notamment au lycée, parce que aussi j'ai gagné confiance en moi par l'expérience. La confiance en soi, ça se gagne par l'expérience, et par l'expérience, j'ai gagné confiance en moi peu à peu. Mais en tous les cas, dans ce qui est la scolarité, il y avait quelque chose de pas forcément agréable.
dans ce que j'apprenais, voilà, ça ne m'intéressait pas nécessairement. Et puis, parallèlement à ça, j'entendais des messages, moi, où il fallait que je fasse des études, où je devais être une femme indépendante. C'était important dans ce que j'entendais. C'était important aussi que je devienne une maman un jour. C'était même pas envisageable autrement. En tous les cas, j'avais une sorte de prédisposition à être une femme forte, indépendante et une maman. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui aussi a inspiré mon livre. J'en parle aussi dans mon livre, même si j'ai aussi rencontré des mamans qui étaient dans cette situation-là. Moi aussi, j'ai connu cette situation-là. Et voilà, donc si je passe rapidement cette enfance, cette adolescence, qui s'est passée sans gros problème, si ce n'est du coup un côté très réservé, très calme, très posé, peu confiante, en ayant peu confiance en moi, j'ai entamé des études de psychologie après quelques péripéties, tout en entendant des messages autour de moi qui me disaient: «Oh là, oh bah non, pas des études de psychologie, ça va pas, c'est bouché, c'est un métier qui est complètement bouché». Donc j'entendais beaucoup de peur et moi j'y étais dans ces études de psychologie, donc je suis rentrée à l'université, heu, avec une sorte d'intuition, sans vraiment savoir la nommer à l'époque, mais j'avais une intuition que j'aimais le rapport à l'humain, que j'aimais comprendre les comportements humains. Et le métier de psychologue aussi, c'est un métier qui nécessite une certaine forme de réflexion qui m'attirait et qui faisait que c'était un métier qui m'appelait d'une certaine manière. Donc d'un côté, il y avait mon intuition qui me portait vers la psychologie, et d'un autre, il y avait aussi cette loyauté à devoir faire des études et en plus à avoir un métier qui est valorisé socialement. Non pas que d'autres métiers sont moins, enfin, que certains métiers sont moins bien que d'autres, mais c'est juste l'idée, le constat que je choisissais là, pas un métier par hasard, un métier valorisé. Et puis donc voilà, j'ai grandi, j'ai évolué. Alors, il y a eu un événement marquant dans ma vie, ça a été le décès de mon papa à l'âge de 25 ans, la dernière année de mon étude, qui a marqué une sorte voilà, de cap à passer dans ma vie. Et puis j'ai voilà, j'ai eu mon diplôme, j'ai avancé comme ça dans la vie. Alors un peu, étrangement, avec du recul, je me rends compte que quand je me suis lancée, dans le métier de psychologue, je ne me voyais pas faire autre chose et je devais absolument trouver un emploi coûte que coûte. Je suis aussi quelqu'un de très persévérant. Ça a ses aspects positifs comme ça peut avoir ses aspects négatifs. L'aspect positif, c'est que quand je fais un truc, je le fais à fond et je le fais jusqu'au bout. Ensuite, donc l'aspect négatif, c'est par contre que, bah, je suis aussi capable de faire quelque chose jusqu'au bout, coûte que coûte. Donc ça a aussi ses revers des 2 côtés. Et là, donc du coup, dans ces études, enfin dans ce métier de psychologue, je me devais de faire ce métier, quel qu'en soit le coût, donc quels qu'en soient les déménagements, les déplacements, le salaire, de misère parfois. Et donc voilà, j'ai évolué comme ça de petit contrat en petit contrat avec pas une grande conviction, en tous les cas, à avancer dans la vie professionnelle, mais je devais travailler et je devais faire absolument ce métier et pas un autre. Donc, il y a eu des contrats qui étaient plus intéressants que d'autres, des contrats qui m'ont plus plu que d'autres dans les rapports humains, dans les accompagnements que j'effectuais, mais en tous les cas, il n'y avait pas quelque chose de très passionnant. Et donc, j'ai avancé comme ça, un petit peu en mode robot, j'ai avancé dans ma vie professionnelle. Même s'il n'y a aucun regret sur les études que j'ai prises aujourd'hui, parce que j'étais dans cette situation-là à l'époque et que les choses se faisaient de cette manière-là à l'époque. Euh, donc voilà, je reprends en même temps mes notes hein, pour savoir où j'en suis. Et puis, donc voilà, donc j'ai évolué comme ça de petit contrat en petit contrat avec l'objectif, un jour, j'avais l'objectif en fait, moi, d'avoir un CDI et de m'installer. Et voilà, et c'était comme si mon idéal, c'était d'avoir un CDI à temps plein, avec un salaire relativement correct et j'aurais été contente avec ça. J'ai rencontré le papa de mes enfants, futurs enfants à l'époque. Et donc voilà, moi j'ai continué ma vie professionnelle de petit contrat en petit contrat jusqu'à ce que je trouve ce fameux CDI. Et ce qui a marqué l'envie, enfin, alors l'envie d'avoir un enfant, je l'avais depuis longtemps. J'imaginais avoir des enfants, c'était quelque chose euh, qui était relativement naturel pour moi. En tous les cas, j'imaginais pas autre chose. Et puis, avec
le futur papa de mes enfants, on avait ce projet commun, un jour d'avoir des enfants, on avait le projet de s'installer ensemble, enfin, voilà, on avançait sur cette vision-là, et puis j'ai eu ce CDI, on a acheté une maison, et puis on a eu ce projet d'acheter une maison, on a eu quelques péripéties aussi, mais en tout cas, on a eu ce projet d'acheter une maison, et ça a été le tournant pour se dire, on peut avoir des enfants. En tous les cas, moi, il était clair que j'avais un CDI, donc j'étais en sécurité pour pouvoir avoir des enfants, une forme de sécurité à apporter à ma famille, à mes enfants, à moi aussi plus tard, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer être à la maison et m'occuper des enfants et ne pas avoir un emploi. C'était quelque chose qui, dans ma croyance, n'était pas acceptable. Et encore une fois, c'est très personnel parce qu'il y a d'autres personnes qui vont penser de manière extrêmement différente. Donc moi, c'était ça. Ma croyance, c'était je dois avoir un CDI pour avoir un enfant et puis ensuite, j'avance. Ce premier enfant, il est arrivé dans un contexte où voilà, on voulait tous les deux avoir un enfant, donc il a été extrêmement désiré. Et cette première maternité s'est très bien déroulée. Il n'y a pas eu de difficulté majeure, si ce n'est une fatigue qu'on avait envisagée, et pas sous cette forme-là. Hein. Ce que dit le papa de mes conjoints, le papa de mes enfants régulièrement, c'est qu'il n'imaginait pas qu'un enfant puisse se réveiller la nuit et ne pas s'endormir. Il avait le sentiment de ne pas avoir été préparé à ça. Moi, j'étais préparée voilà, à la maternité. J'ai reçu un élan, j'ai ressenti un élan d'amour très, très fort pour ce premier enfant. J'ai même vécu, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais vécu un petit baby blues. Ça dure quelques jours, le baby blues. Je sentais une forme d'hypersensibilité à ce qui se passait autour de moi, pour mon enfant. Je ressentais quelque chose d'extrêmement fort et je sentais des émotions qui étaient complètement décuplées, avec le sentiment d'avoir envie de pleurer, surtout envie de pleurer en fait, à des moments où il n'y avait pas nécessairement besoin de pleurer. Et c'est après coup que je me suis dit, j'ai peut-être vécu un petit baby blues là, de quelques jours. Je me rappelle que ça n'avait pas été très long. Et quand c'est passé, justement, j'avais vu la différence entre cette hypersensibilité que je ressentais à ce moment-là et l'après. Et donc après, mon enfant a grandi, il a bien évolué. Aujourd'hui, c'est un petit garçon qui va très très bien, qui va extrêmement bien. Et voilà, cet enfant, il est venu dans un contexte idéal pour moi, en tous les cas. Et donc, la maternité s'est bien passée, si ce n'est une fatigue parentale qui était du coup normale. Je me suis quand même posé cette question à l'époque. Cette fatigue était tellement forte quand même que je me suis posé la question d'avoir un deuxième enfant. C'est une question qui m'a traversée. Sauf que je me suis rapidement interdit d'y penser et dans l'idée que je ne pouvais pas avoir un enfant seul, je voulais qu'il ait un petit frère ou une petite sœur. Et c'est intéressant parce que dans notre culture, les femmes sont poussées à avoir un enfant, quoi qu'il en coûte. Hein. C'est dans l'ordre naturel des choses. Une femme est faite pour enfanter. Sauf que la réalité, c'est que toutes les femmes ne veulent pas enfanter. Ça, c'est une vraie réalité. Et il y a des études qui ont été faites. Hein, une chercheuse en Israël qui a écrit un bouquin, Le regret d'être mère, qui a fait une étude là-bas et qui a démontré qu'il y avait plein de femmes qui, une fois qu'elles avaient des enfants, regrettaient le fait d'avoir été mère. Voilà, ça c'était en aparté. Donc voilà, j'ai eu ce premier enfant et puis le projet d'avoir un deuxième enfant a pointé le bout de son nez. Avant qu'il pointe le bout de son nez, ce premier enfant a eu un élan sur mon conjoint et moi. Il m'a fait pousser des ailes à moi, dans ma vie professionnelle, où je me suis dit, tiens, je suis attirée par l'activité libérale depuis très nombreuses années, mais je n'ose pas. Pourquoi j'ose pas? Donc j'ai saisi une opportunité qui se présentait, que j'ai provoquée également. J'ai provoqué une opportunité et je me suis lancée dans l'activité libérale assez rapidement après la naissance de mon premier enfant, quelques mois après. Et là, ça a été le début d'une petite transformation pour moi parce que j'osais peu à peu faire des choses que je n'avais jamais osé faire, qui me paraissaient complètement inimaginables pour moi. Voilà. Donc je suis partie dans cette activité libérale à ce moment-là. Une activité qui m'attirait pour son côté indépendant. Hein. Je vous rappelle que je devais être une femme indépendante et donc il y avait une sorte de loyauté aussi pour moi à faire une activité de l'ordre de l'activité indépendante pour répondre à cette exigence-là. Je devais faire une activité de ce style-là et en même temps, il y avait quelque chose aussi qui m'attirait dans l'idée de pouvoir faire de pratiquer de la manière que je veux,
de pouvoir être libre de mon temps d'une certaine manière, même si dans la réalité, je ne l'étais pas du tout. Parce que l'activité libérale, ça dépend aussi de l'heure qu'on travaille, des personnes. Ça ne dépend pas uniquement de moi. Et j'étais payée à l'heure, donc je ne pouvais pas forcément vraiment être libre de mon temps, pas entièrement en tous les cas, pour pouvoir gagner décemment ma vie. Donc voilà, donc à la fois j'ai encore une fois écouté cette envie d'y aller, et puis à la fois il y avait quelque chose de l'ordre de je vais quand même aussi répondre à une exigence que je m'impose d'être une femme indépendante. Mais voilà, mais ça m'a ouvert aussi à d'autres possibilités et à me dire finalement peut-être que le CDI ou cet aspect CDI n'est pas ce qui me va et c'est pas l'idéal pour moi. Au même moment, on a fait des nouveaux choix de couple, des nouveaux choix en couple, c'est-à-dire chez mon conjoint, il y a eu l'idée d'apporter une forme de sécurité financière à sa famille. C'est très important pour un homme d'apporter la sécurité financière. Et il a commencé à se questionner sur comment investir dans l'immobilier. Donc, c'est un autre pan de notre vie où tous les deux, on a investi aussi dans l'immobilier en même temps que moi, je me lançais en libéral, qu'on avait ce premier enfant. Voilà, on s'est lancé dans une dynamique un peu de croissance et d'envie de faire un peu plus pour nous sentir plus libres plus tard. Donc voilà, cette idée de me sentir plus libre est née en fait avec la naissance de mon premier enfant. Donc, je dis toujours que la naissance de mon premier enfant a été aussi m'a permis aussi de m'ouvrir et de me libérer en tant que femme. C'est-à-dire que j'ai commencé aussi à prendre mon envol grâce à l'arrivée de ce premier enfant. Et puis ensuite, c'est là que je vais vous parler de mon épuisement maternel. Jusque-là, je vous ai parlé de mon histoire, de ce qui s'est passé pour moi tout au long de ma vie, on va dire, jusqu'à l'arrivée de ce premier enfant, et jusqu'à l'arrivée de ce deuxième enfant. Et puis, le deuxième enfant était également désiré, sauf que ça ne s'est pas du tout passé de la même manière que pour le premier enfant. Autant le premier enfant, j'avais vécu une maternité normale, une fatigue parentale normale, je m'y sentais bien, j'avais ressenti beaucoup d'amour pour mon enfant dès le départ. Ce deuxième enfant est arrivé dans un contexte où j'étais un peu fatiguée par le fait que j'avais déjà un premier enfant à m'occuper. Donc, je n'ai pas vécu la grossesse de la même manière que ma première grossesse. Je n'ai pas apprécié de la même manière, même si la grossesse pour moi n'était pas quelque chose d'extrêmement épanouissant. Le fait est que j'ai mieux apprécié ma première grossesse que ma deuxième. Et puis, mais globalement, les deux grossesses se sont très bien passées. Les accouchements se sont très bien passés. Je ne peux absolument pas me plaindre de ça. Mais à l'arrivée de ce deuxième enfant, j'étais déjà un tout petit peu fatiguée. Et ce deuxième enfant, alors pour le coup, je n'ai pas vécu de baby blues avec lui. Et je n'ai pas non plus ressenti un amour fou tel que je l'avais ressenti pour mon premier enfant. Je me suis juste posé cette question à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas ressenti cet amour fou-là pour ce deuxième enfant tel que je l'ai ressenti pour mon premier enfant? Et puis, rapidement, au bout de 2-3 semaines, mon enfant s'est mis à vomir absolument tous ses biberons. Mais tous ces biberons et partout, c'est-à-dire qu'on pouvait l'avoir dans le lit en pleine nuit, il vomissait sur le matelas, il vomissait dans le canapé, il vomissait dans nos bras, il vomissait absolument partout. Et ça m'interrogeait un peu jusqu'à ce que je finisse par aller voir le médecin qui a diagnostiqué une sténose du pylore. La sténose du pylore, c'est une maladie qui est familiale. Il y a des cas dans ma famille, il y a des cas aussi dans la famille de mon conjoint. Donc, ça peut se transmettre de génération en génération, ou pas, mais ça peut. En tous les cas, s'il y en a déjà dans la famille, vous pouvez vous poser la question, mon enfant peut peut-être avoir cette pathologie-là. En tous les cas, voilà, mon fils a été diagnostiqué et là, s'en est suivi la descente aux enfers. C'est-à-dire qu'à partir de là, mon fils a été pris en charge par l'hôpital. Moi, je n'imaginais pas du tout le laisser là-bas tout seul. Et du coup, on s'est relayé avec mon conjoint pour prendre soin de lui, pour rester auprès de lui pendant les 5 jours qui ont conduit son hospitalisation. Et ces 5 jours m'ont paru les plus longs de ma vie. 5 jours où on entendait des bruits dans tous les sens, ou ce qu'il avait sur le corps pour prendre ses mesures, tout ça. Ça passait son temps à se décoller parce qu'à cause de l'humidité, à cause de la transpiration. Et du coup, les machines passaient leur temps à faire un bruit de dingue.
Notre fils ne voulait pas dormir dans le lit. C'était un lit énorme qui, moi aussi, m'angoissait. Peut-être que ça l'angoissait également, mais en tous les cas, c'était un lit qui me paraissait mais 100 fois trop grand pour lui, dans lequel j'étais pas rassurée de le laisser et lui, du coup, n'était pas non plus rassuré d'y rester. Et du coup, on a dormi avec lui pendant 5 jours et nuits dans un fauteuil, malgré l'inquiétude du personnel qui voulait nous interdire de le garder dans les bras. Mais on ne les écoutait pas et je gardais mon fils. Et mon conjoint aussi, on gardait notre fils dans les bras voilà, pendant toute cette période-là. Et donc là, ça a été le début de la descente aux enfers parce que même si mon fils était soigné pour cette sténose du pylore, on accumulait beaucoup de fatigue et de stress, lui comme moi d'ailleurs, hein, mon conjoint et moi, on accumulait beaucoup de fatigue et de stress. Et sachez qu'effectivement, l'épuisement maternel, en tout cas le burn-out maternel, c'est vraiment une histoire de balance entre trop de stress par rapport à pas assez de ressources. Et là, j'avais beaucoup trop de stress par rapport aux ressources que j'avais à ma disposition. Et puis on est rentré à la maison et mon fils a malheureusement continué à pleurer. Il était extrêmement raide comme un piquet et j'étais très inquiète pour lui. Je voyais qu'il n'allait pas bien. Sauf que j'allais voir les professionnels qui me disaient, ceux que j'ai rencontrés à l'époque en tous les cas, me disaient mais c'est vous qui êtes stressée, madame. Vous pouvez, c'est à vous de travailler sur vous. Votre enfant ira mieux. Sauf que j'avais l'intime conviction, même s'ils nous ont mis du doute en moi. Et j'étais aussi stressée, hein, je ne nie pas le stress et la fatigue qui étaient là, mais en tous les cas, j'avais l'intime conviction que mon fils n'allait pas bien. Et c'est seulement au bout de 3 mois, alors entre-temps, on a diagnostiqué du coup un reflux gastrique qui était très douloureux pour lui. On a diagnostiqué ensuite, au bout de 3 mois seulement, une intolérance aux protéines de lait de vache. Et à partir du moment où on a changé de lait par 2 reprises, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mon fils a arrêté de pleurer, en fait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas poser mon fils, on ne pouvait pas aller se promener sans être inquiété du fait qu'il allait hurler, qu'il allait pleurer, qu'il n'allait pas dormir. Mon fils dormait très peu, il ne pouvait pas dormir sans qu'il soit dans une certaine position, en fait. Donc il fallait tout le temps le bercer, tout le temps. Et donc chez moi a commencé un épuisement qui s'est installé du coup sans que je m'en rende nécessairement compte au départ. Avec une grosse fatigue émotionnelle. Je me sentais découragée, je me sentais extrêmement fatiguée, j'avais envie de beaucoup dormir. Donc physiquement, je le ressentais, hein, l'envie d'aller me coucher régulièrement, avec des conflits qui sont nés aussi dans mon couple, puisque du coup, cette fatigue fait que si on était tous les deux fatigués, on était extrêmement tendus, et donc la moindre contrariété fait que le moindre désaccord prenait une ampleur extrêmement forte, alors que ça n'avait pas lieu de l'être. Il y avait ça, et puis il y avait aussi la perte de plaisir d'être avec mes enfants, c'est-à-dire que je ne voyais absolument plus aucun intérêt à être là. Je me sentais complètement insensible aux pleurs de mon fils. Je me souviens encore de le voir pleurer sur le tapis et de ne rien ressentir. C'est extrêmement culpabilisant, extrêmement flippant. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais extrêmement peur de ce que je ne ressentais pas pour mon fils à ce moment-là. Donc voilà, il y avait une grosse envie de partir de cette maison qui était très franche à cette époque, jusqu'à ce qu'on diagnostique cette intolérance aux protéines de lait de vache, qui a radicalement changé ma vision des choses. Et puis, parallèlement à ça, je me suis rendu compte, en fait, alors je ne sais plus si c'était avant ce diagnostic-là ou juste après, mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait un truc qui clochait chez moi et dans lequel je ne me reconnaissais pas. Je ne reconnaissais pas la mère que j'avais été avec mon premier enfant, je ne me reconnaissais pas en tant que mère, tout simplement. Et donc, je me suis remise en question à ce moment-là, en commençant à bouquiner et en allant voir un petit peu sur le net, c'est quoi cet épuisement. Et j'ai découvert le burn-out maternel, burn-out parental, du coup. Et j'ai découvert les recherches d'Isabelle Roskam et de Moira Nicolas-Jacques. Et là, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient écrit sur le sujet. J'ai commencé à lire des livres, à lire des articles. Et je me suis beaucoup reconnue dans les témoignages. Et c'est ce qui m'a aidée à me dire, il y a, en plus de la fatigue et de tout ce stress que j'accumulais, il y avait aussi l'idée chez moi que je voulais bien faire, que j'avais cet idéal de la vie de famille réunie et épanouie. J'avais cette envie aussi d'être la femme forte, d'être celle qui gère quoi qu'il arrive, qui ne pleure pas, qui ne s'énerve pas. Et donc, il y avait des choses chez moi que je portais en moi et qui ne m'allaient pas. Pour autant,
une fois que le diagnostic avait été posé, je me suis dit, bon, bah, tout va bien aller et je vais pouvoir avancer. Et j'ai eu l'envie aussi de lancer une activité d'accompagnement des parents en burn-out à ce moment-là. Et donc, au même moment, une fois que mon fils allait mieux, on a enchaîné avec mon conjoint dans l'idée d'avancer professionnellement. Donc, c'est souvent, et je l'observe aussi dans les interviews que je propose, c'est souvent sur le plan professionnel que les choses s'amorcent et ce qui a un impact sur la vie personnelle. Et dans ma situation, ça a été ça. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui ait du sens pour moi, où je me sentirais, où j'aurais le sentiment d'aider les gens et pouvoir partager aussi l'expérience que j'ai vécue, qui est aussi inspirante pour les autres. Et on s'est inscrit à un mastermind, un grand mastermind, un monsieur qui s'appelle Cédric Anissette, et dans laquelle je ne m'y suis pas retrouvée. Je me suis retrouvée dans un mastermind très essentiellement masculin. On était 6 femmes parmi plus de 40 ou 50 personnes. Donc voilà, je ne me suis absolument pas retrouvée là-dedans. Et en même temps, ça m'a aidée à voir la réalité en face. C'est que je me lançais dans un truc où je n'étais pas encore tout à fait prête, moi, à me lancer et où j'avais encore des choses à régler. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'engager un coach pour m'accompagner. J'avais déjà pu être accompagnée auparavant par des psychologues. Et là, j'avais passé un autre cran. Tiens, je me suis dit, je vais essayer un coach. Et ça a été le début d'une vraie transformation pour moi à ce moment-là. Donc, mon deuxième enfant avait à peu près 1 an, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans un accompagnement de coaching pour moi sur plusieurs mois. Et à ce moment-là, j'ai vu, alors avant de lancer ça, lors de ce mastermind, c'est la 3e partie, lors de ce mastermind, je me suis posé la question d'écrire un livre. J'ai eu l'opportunité et je me suis aussi posé la question, est-ce que j'ai envie d'écrire un livre? Et là, je me suis lancée dans l'idée d'écrire un livre sur le burn-out parental à l'époque. Donc, vous allez voir le cheminement, c'est-à-dire qu'en 2 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué chez moi, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'allais pas forcément très bien encore, j'étais pas encore tout à fait remise de ce burn-out, ni remise, ni en tous les cas, j'avais pas changé encore beaucoup de choses, pas suffisamment de choses chez moi pour pouvoir savoir exactement où j'allais. Et donc à ce moment-là, lorsque je me suis rendu compte que j'allais pas bien, pardon, lorsque je me suis rendu compte que j'allais pas bien, donc parallèlement à l'idée d'écrire un livre sur le burn-out parental, alors je reviens un petit peu en arrière parce que cette écriture du livre, donc j'ai saisi l'opportunité, plus en lien avec l'aspect professionnel au départ, plus comme une opportunité. J'ai l'opportunité d'écrire un livre, ben j'y vais. Et je ne me suis pas posé de questions. Et je suis aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis un peu fonceuse. Je suis un peu fonceuse et du coup, quand on me propose un truc, je ne me pose pas trop de questions. En tous les cas, aujourd'hui, c'était moins le cas avant, mais aujourd'hui, je ne me pose pas trop de questions et je fonce. Tout en me disant, mais est-ce que je suis légitime pour en parler? Est-ce que je saurais en parler? Est-ce que je sais écrire? Donc, j'avais aussi dans l'idée de ne pas forcément écrire le livre, d'apporter toutes les idées et d'avoir un écrivain à côté qui écrive le livre. Ça, c'était l'idée de départ. Parallèlement à ça, du coup, je me suis fait accompagner et j'ai été observer toutes mes zones d'ombre qui existaient. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons en fait des zones d'ombre qui font ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que ces zones d'ombre, eh bien, vous agissez en fonction de ces zones d'ombre. C'est-à-dire que moi, ce qui était assez flagrant, c'est que j'agissais comme une fonceuse, avec l'idée que je ne pouvais pas faire autrement que faire le métier de psychologue, avec l'idée que je devais être une femme forte, une Wonder Woman à la maison. Quoi qu'il en coûte, je devais avancer. Sauf que la réalité, c'était que je n'étais pas très alignée avec mon métier, je n'étais pas très alignée, en tout cas avec la façon dont je pratiquais mon métier, je n'étais pas très alignée avec ce projet et que j'avais aussi des choses à revoir dans ma façon de faire avec mes enfants et dans ma façon d'être avec mes enfants. C'est-à-dire que j'avais cette tendance à faire passer leurs besoins avant les miens. Je me disais que si eux étaient heureux, j'allais être heureuse. Je me disais aussi que c'était à eux de faire mon bonheur. C'était grâce à eux si j'étais heureuse. Sauf que la réalité, c'était que je n'étais pas heureuse grâce à eux. Ils pouvaient contribuer à mon bonheur, mais en tous les cas, je devais être heureuse
pour m'accomplir, moi personnellement, et être une meilleure mère. Et aujourd'hui, je me rends compte que même s'il y a toujours beaucoup de culpabilité, enfin beaucoup, il y en a quand même de moins en moins, mais il y a encore de la culpabilité parfois à, par exemple, laisser mes enfants le soir à l'accueil périscolaire. En me disant, bah oui, mais si tu fais rien d'autre que de t'occuper des enfants, tu ne devrais pas, tu n'as pas le droit, quoi. Sauf que petit à petit, je me suis rendu compte que si, j'avais le droit et qu'en plus, je m'octroyais du coup, et aujourd'hui, je m'octroie des temps de calme et de repos au sein de ma journée. Et j'ai observé là où je suis plus efficace pour travailler, là où je suis le moins efficace, et qu'est-ce que je peux faire de ce temps pour en faire autre chose, me développer autrement, voilà, prendre du temps pour moi, tout simplement, ne rien faire, juste me poser, lire un livre, juste, ou une petite méditation. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais à l'époque, j'en étais incapable. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que je devais travailler comme une damnée, et je devais... et en même temps, je me sentais aussi, j'avais le sentiment d'être aussi une feignante, parce que j'avais l'impression de ne pas travailler autant que les autres, de ne pas en faire autant que les autres, de ne pas avoir appris autant que les autres, de ne pas m'être formée autant que les autres. Et du coup, j'avais ce sentiment de faire moins bien que les autres. Donc, à partir du moment où j'ai compris que c'était la mise en action qui allait pouvoir me permettre de me rendre compte que j'en étais capable et de voir mon potentiel, eh bien, je me suis mise en action pour me former, pour apprendre davantage, pour en apprendre davantage sur moi, pour parler plus de moi, pour aller vers les autres aussi, pour oser me lancer rien que dans le développement personnel. C'était quelque chose qui me paraissait complètement inimaginable avant. Je m'interdisais de penser que le développement personnel était bon pour moi. J'avais cette croyance que c'était pas pour des gens comme moi, comme si j'avais un côté un peu au-dessus des autres. Alors là, on a l'impression que je suis deux personnes différentes, mais pourtant, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé à l'époque. Et c'est le fait d'avoir conscientisé tout ça, d'avoir réalisé tout ça, que je suis la femme que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je n'étais pas parfaite, je ne suis toujours pas parfaite. Je faisais de mon mieux à l'époque, mais avec des croyances, avec ces zones d'ombre, avec un ego qui avait tendance à me dire non, mais tu ne sauras pas faire mieux de toute façon. Ou en tant que femme, tu peux pas t'imposer, tu peux pas dire que tu sais des choses, tu peux pas gagner ta vie, tu peux pas, tu peux pas. Et des croyances que j'avais, moi, emmagasinées dans les messages que j'avais entendus quand j'étais enfant, mais aussi dans tout ce qu'il y avait derrière moi, dans l'histoire des femmes qu'il y avait derrière moi, tout simplement. Voilà, donc des choses aussi très inconscientes. Et donc, à partir du moment où je me suis fait accompagner donc, par ce coach et ensuite par d'autres personnes, les choses ont extrêmement changé parce que j'ai découvert un nouveau monde, j'ai découvert une autre façon de penser, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière le masque de Wonder Woman que je portais et je pouvais faire autrement en fait, tout simplement. Donc premièrement, j'ai conscientisé et ensuite j'ai osé faire autrement et oser découvrir des parts de moi qui existaient et de voir que j'avais de la puissance tout simplement et de la douceur, les deux, là où je ne le soupçonnais pas nécessairement. Et donc voilà, donc, j'en suis arrivée là. Et pendant ces 2 années, en fait, j'ai évolué à tel point que mon livre a évolué avec moi. C'est-à-dire que l'idée de ne pas écrire seule a commencé à disparaître peu à peu. Et finalement, j'ai fini par écrire ce livre seule. Je suis passée de l'écriture d'un burn-out parental à l'écriture d'un burn-out parental et professionnel à l'écriture simple d'un burn-out maternel parce que c'est quelque chose qui m'inspire davantage et parce que pendant ces 2 années, finalement, j'ai commencé à accompagner des femmes qui étaient au bord de cet épuisement et qui ne savaient pas comment se dépatouiller pour reprendre les rênes de leur vie. Et là, je me suis dit, mais là, il y a un truc parce que moi-même, j'étais passée par là et j'avais franchi un cap, en fait, où je ne m'épuise plus. Effectivement, parfois, je peux me poser la question, est-ce que là, j'ai tendance à crier de trop? Est-ce que là, j'en fais trop? Est-ce que là, je pense suffisamment à moi? Est-ce que j'écoute mes besoins à moi? Et effectivement, parfois, ça déborde, mais ça ne va plus jusqu'à l'épuisement parce que, d'une part, je l'ai décidé et parce que j'ai changé beaucoup de choses en moi et parce que je regarde en face ce qui se passe en moi quand je fais ces choses-là. Je ne suis plus dans le jugement en me disant « Oh là là, t'as crié une fois de trop ». Je suis là en train de me dire « Oula, là j'en fais un peu trop, là je m'énerve, on se calme, on respire, on délègue, voilà. Je fais autre chose, mais en tous les cas, je ne veux plus être cette femme-là. Même si ça arrive de temps en temps, je ne le juge pas, en fait.
je ne me juge plus. Et donc, du coup, j'ai tellement évolué que j'ai fait évoluer ce livre qui est passé par plein de phases et par des doutes. C'est-à-dire que je partais en fait d'une jeune fille qui ne s'imaginait pas écrire un livre à une femme qui aujourd'hui a écrit un livre de ses propres mains. Certes, ce livre n'est peut-être pas parfait, il va peut-être et sûrement recevoir des critiques, et à la rigueur, tant mieux. Mais moi, je l'ai écrit en tous les cas avec mon cœur et avec l'envie d'aider les femmes à sortir de la honte et la culpabilité de vivre un épuisement maternel. Parce que l'épuisement maternel, c'est quelque chose dont on parle finalement assez peu, ou en tous les cas, il y a quelque chose encore d'extrêmement tabou là-dessus. Lorsque j'en ai entendu, il y a eu en fait une émission récemment sur Zone Interdite sur le sujet du burn-out parental, et je me suis dit, ah top, enfin on en parle. Et j'avais même, pour la petite anecdote, j'avais même été sollicitée pour participer à cette émission, sauf que je n'ai pas été retenue. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, parce que je ne rentrais pas dans les clichés, en fait, cette sorte de clichés qu'ils ont montrés. Et je n'étais plus épuisée, effectivement. Donc, ça ne collait pas avec leur ligne éditoriale. Et en tous les cas, ce que j'ai observé là, c'est qu'il y avait, comme je vous le disais, pas mal de clichés autour de l'enfant roi, autour du fait que l'épuisement maternel ne concerne que des situations graves. Alors moi, je fais partie de ces situations. Quand je l'ai vécu, j'ai vécu une situation de maladie de mon enfant. Mais ça peut arriver à n'importe qui, en fait, à partir du moment où, en tous les cas, on porte un masque et on fait les choses en fonction de ce qu'on croit devoir faire. Je crois devoir être forte, je crois devoir être une femme parfaite dans tous les domaines, je crois devoir être une femme qui gère absolument tout à la maison et qui ne délègue pas. Je crois que de toute façon, mon mari, il ne sait pas forcément faire mieux que moi. Donc, je préfère ne pas lui donner des choses à faire, etc. Donc, on croit, à partir du moment où on croit devoir faire des choses qui nous paraissent bien, et bien là, on a tendance à se fourvoyer et à être la femme qui va s'épuiser en fait insidieusement. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai écrit un livre qui parle du burn-out maternel, mais qui s'adresse essentiellement, surtout, aux femmes qui sont au bord du burn-out maternel, aux femmes qui qui ont commencé à s'épuiser et qui s'apprêtent à sombrer. Il ne s'adresse pas aux femmes qui sont en burn-out, tout simplement parce que lorsqu'on est en burn-out, on a encore ce sentiment de honte qui est très très fort et très puissant, ce sentiment d'être jugé par les autres si on en parle, ce sentiment d'être complètement dépassé par la situation. Et du coup, ce que j'apporte dans le livre ne va pas nécessairement aider parce que c'est encore, il y a déjà ça à soigner, cette blessure-là à soigner pour pouvoir passer à la mise en action. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit de telle manière que vous puissiez, donc j'y apporte dedans des astuces, des questions que vous pouvez vous poser pour pouvoir avancer tout simplement vers la meilleure version de vous. Parce que lorsque vous vivez un épuisement maternel, ça a du sens. Ça n'a pas du sens dans le sens où il faut le vivre pour le savoir. Je ne vous invite absolument pas à vivre ça pour le savoir. Mais en tous les cas, ça a du sens pour moi dans l'idée que si je n'avais pas vécu ça, je ne me serais pas rendu compte qu'aujourd'hui, j'avais envie d'être une mère aimante plutôt qu'une mère parfaite pour mes enfants, que j'avais envie d'avoir une activité professionnelle qui me passionne aujourd'hui et pas simplement qui me plaît. C'est pour ça aujourd'hui que je me suis formée au coaching, et c'est le coaching aujourd'hui qui porte mon activité, c'est-à-dire que je suis plus coach que psychologue aujourd'hui. J'aurais pas osé dire ça à une époque. Voilà, et l'envie aussi d'évoluer dans mon couple, dans l'idée qu'on puisse évoluer ensemble vers des objectifs communs, vers l'envie de nous sentir libres financièrement et de faire des choses qui ont du sens pour nous, et l'envie aussi d'évoluer en tant que femme puissante et douce à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'intéresse aussi à moi, à mon cycle menstruel, à ce que je suis, pour pouvoir avancer dans la vie et mieux me connaître tout le temps. Et c'est un travail qui va se faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'un jour, on ne devient pas épanoui. Bim, ça y est, ça va. Non, l'épanouissement, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de la vie. Et aujourd'hui, je me sens épanouie.
c'est pas parfait, il n'y a rien qui sera parfait d'ailleurs. Et dans 10 ans, j'aurai encore d'autres choses à travailler, d'autres choses à faire évoluer, parce que ma vie va encore évoluer d'ici là. Donc, je ne sais pas si j'écrirai un deuxième livre, c'est une question que je me pose. Et en tous les cas, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer que mon livre Stop au burn-out maternel, la méthode pour passer de l'épuisement à l'épanouissement va sortir. Et si vous êtes intéressé pour le précommander, parce qu'il va sortir dans un mois, si vous voulez même, du coup, je vous fasse le cadeau de faire une petite dédicace à l'intérieur, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message ou en tous les cas commenter sous cette vidéo que je suis en train de faire sur Facebook en live, ou commenter sous cette vidéo dans YouTube. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse. Je serais ravie de vous faire ce cadeau-là. Voilà, ce livre, il va sortir en mars 2021, si tout va bien. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo en replay, eh bien, le livre sera déjà sorti et sera peut-être déjà hyper convoité. Je le souhaite. Donc voilà. Donc pour terminer, si je fais un petit résumé de tout ce que j'ai dit là, je suis restée assez longtemps dans cette vidéo. Je n'aurais jamais osé parler de moi autant depuis un temps. Et en tous les cas, si je veux faire un résumé, donc ce que j'ai compris, c'est que je croyais être une fille fragile, réservée, extrêmement timide et qui n'avait pas confiance en elle. Et avec l'expérience et avec la décision de changer les choses, eh bien, j'ai gagné de la confiance en moi, j'ai gagné de la visibilité. Aujourd'hui, je me fais connaître, je me fais entendre, je parle plus, etc. J'ai écrit ce livre suite à une expérience du burn-out maternel que j'ai connue à la naissance de mon deuxième enfant et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, une mère qui passe en priorité ses besoins avant de passer les besoins de ses enfants en premier. Et donc ce livre a été écrit en plusieurs mois et petit à petit, il a évolué vers ce qu'il est aujourd'hui. Et malgré des doutes qui ont pu me traverser, malgré le fait que ça n'a pas toujours été hyper passionnant, c'est-à-dire que l'écriture d'un livre demande quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de courage. Mais si, à partir du moment où si vous avez l'intention d'écrire un livre, à partir du moment où vous avez l'envie de partager quelque chose, les choses se font un peu plus fluidement et vous verrez ensuite que le résultat en vaut la peine. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez envie de commenter. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à aimer, à me dire si vous-même vous avez vécu un burn-out maternel, si vous avez écrit ou envie d'écrire un livre et qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous vous dites ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je vous dis à bientôt.